Avril 1945, le général George Patton se tient devant une foule de personnes déplacées en Bavière et déclare que les États-Unis doivent immédiatement réarmer les troupes allemandes et marcher sur Moscou. La déclaration parvient à Washington en quelques heures. Churchill est horrifié. Eisenhower est furieux, mais c'est le maréchal Alan Brooke, chef de L, état-major général impérial, qui perçoit le véritable danger. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration de guerre. Il s'agit d'une menace pour toute la structure de commandement alliée au moment de la victoire. Et Brooke sait que, si Patton n'est pas arrêté immédiatement, la coalition qui a gagné la guerre pourrait se briser. Avant même la signature de la paix, le maréchal Alan Brooke gérait les provocations de George Patton depuis 1942 et en 1945, il avait constitué ce que son état-major appelait un dossier type d'incident, qui menaçait la cohésion des Alliés. En tant que chef d'état-major impérial et principal conseiller militaire de Churchill, Brooke portait la responsabilité ultime du maintien du partenariat militaire anglo-américain, soigneusement bâti au fil des années de guerre. Ce partenariat était bien plus fragile que ne le laissait entendre la propagande. La première crise majeure de Patton survint en Sicile en août 1943, lorsqu'il gifla 2 soldats souffrant de fatigue de combat, les traitant de lâches devant leurs unités. L'incident fut révélé au public par des journalistes américains, provoquant un tollé qui faillit mettre fin à la carrière de Patton. Les journaux intimes de Brooke de cette période révèlent qu'il estimait que, si la gifle était inexcusable, elle était gérable. Eisenhower réprimanda Patton, présenta ses excuses, et l'affaire fut contenue au sein de la hiérarchie américaine. Mais ce qui inquiétait Brooke, ce n'étaient pas les incidents isolés. C'était l'incapacité constante de Patton à comprendre que les opérations militaires au sein d'une coalition exigeaient une sensibilité politique. Les Britanniques géraient des guerres de coalition depuis 1939. En collaboration avec les forces françaises libres, les unités polonaises, les armées canadiennes et les forces de tout le Commonwealth, ils comprenaient que les décisions militaires avaient des dimensions politiques, qu'il était impossible d'ignorer. Patton agissait comme si la politique n'existait pas ou n'avait aucune importance. Son discours de novembre 1943 en Angleterre, suggérant que la Grande-Bretagne et l'Amérique étaient destinées à dominer le monde, avait créé un embarras diplomatique, à un moment où les planificateurs alliés négociaient avec l'Union soviétique au sujet du second front. Ces propos d'avril 1944 sur la nécessité de la guerre, fait quelques semaines seulement avant le jour J, avaient rouvé la controverse de l'incident de la gifle et failli compromettre sa participation au débarquement de Normandie. Chaque incident nécessitait une gestion diplomatique de crise. L'équipe de Brooks a passé des heures à rédiger des réponses, à se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères, à rassurer les autres nations alliées en affirmant qu'il s'agissait d'incidents isolés et non d'une politique américaine officielle. La presse britannique devait être soigneusement gérée pour éviter les articles qui enflammeraient l'opinion publique américaine. La presse américaine devait être convaincue que les critiques britanniques du brevet n'étaient pas des attaques contre l'Amérique elle-même. L'incident d'août 1944 en France a démontré comment l'indiscipline de Patton pouvait créer des problèmes opérationnels allant au-delà d'un simple embarras diplomatique. Lorsque Patton a publiquement critiqué la décision de s'arrêter à Argentine pendant l'opération de la Brèche de Fillet, il contestait directement l'autorité de Montgomery en tant que commandant des forces terrestres. Brooke a dû intervenir, personnellement, rappelant à Eisenhower que les différents publics entre commandants alliés s'apercevaient toute la structure de commandement. Ce qui a rendu ces incidents si importants, ce qui était particulièrement difficile, c'était que Patton était indéniablement efficace en tant que commandant opérationnel. L'avancée de sa 3e armée à travers la France avait été spectaculaire. La libération de Bastogne pendant la bataille des Ardennes avait été un chef-d'œuvre tactique. Brooke reconnaissait dans ses journaux que Patton possédait des dons opérationnels que peu de commandants pouvaient égaler. Mais l'efficacité sur le champ de bataille n'excusait pas un comportement qui menaçait le cadre politique qui maintenait l'Alliance unie. Début 1945, alors que les forces alliées se rapprochaient de l'Allemagne à l'est et à l'ouest, les dimensions politiques des opérations militaires étaient devenues encore plus cruciales.
les décisions concernant les objectifs, les zones d'occupation et les points d'arrêt des forces n'étaient pas de simples questions militaires. Elles étaient négociées au plus haut niveau entre Churchill, Roosevelt et Staline. On attendait des commandants militaires qu'ils exécutent la politique et non qu'ils la définissent. Brooke était de plus en plus inquiet, car il semblait que Patton ne comprenait pas cette réalité, ou qu'il s'en désintéressait. Ses propos de mars 1945, suggérant que les forces alliées devaient progresser le plus à l'est possible, indépendamment des zones d'occupation convenues, révélaient une incompréhension fondamentale de la politique de coalition. Ces zones avaient été négociées précisément pour éviter le type de friction anglo-américaine et soviétique qui aurait pu détruire la paix avant même qu'elle ne soit établie. Puis 20 avril 1945 est la provocation la plus dangereuse de Patton à ce jour. À la mi-avril 1945, la Troisième Armée avait progressé en Bavière et s'était heurtée à d'importants groupes de personnes déplacées, libérées des camps de concentration et des installations de travail forcé. Il s'agissait principalement d'Européens de l'Est, dont beaucoup étaient des réfugiés des territoires sous contrôle soviétique, confrontés à un avenir incertain. Certains étaient des Polonais et des Ukrainiens anticommunistes qui avaient combattu les forces soviétiques pendant la guerre. D'autres étaient simplement des civils pris dans le chaos de la fin de la guerre. Les forces de Patton capturèrent également un grand nombre de soldats allemands, dont beaucoup appartenaient à des unités Wehrmacht qui avaient combattu les forces soviétiques sur le front de l'Est. Ces prisonniers représentaient un problème particulier pour les planificateurs alliés. Au terme des accords conclus à Yalta, les prisonniers allemands capturés par les forces occidentales, mais qui avaient combattu à l'Est, seraient finalement rapatriés sous la garde soviétique en vue d'éventuelles poursuites pour crimes de guerre. Le 27 avril 1945, Patton s'adressa à un groupe de personnes déplacées dans un camp en Bavière. Plusieurs témoins consignèrent ces propos, qui furent rapportés par divers canaux au quartier général allié. D'après ces rapports, Patton déclara que les États-Unis avaient vaincu le mauvais ennemi. Il laissa entendre que la véritable menace pour la civilisation occidentale était le communisme soviétique et non l'Allemagne nazie. De façon particulièrement explosive, il proposa le réarmement immédiat des troupes allemandes et une marche conjointe des forces américaines et allemandes contre l'Union soviétique. Cette déclaration constituait une violation flagrante de la discipline militaire et du protocole politique. Les États-Unis et l'Union soviétique étaient alliés. Les forces américaines et soviétiques s'étaient rejointes sur les rives de l'Elbe quelques jours auparavant, dans une ambiance de liesse publique. Des négociations étaient en cours pour l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon. L'ONU était en cours d'organisation sur la base de la coopération alliée et un général américain en service préconisait publiquement la guerre contre un allié des États-Unis. La nouvelle de cette déclaration parvint au quartier général d'Eisenhower par les services de renseignement quelques heures plus tard. Elle atteignit le département de la guerre à Washington le lendemain matin. Churchill fut informé par les officiers de liaison britanniques et Alan Brooke reçut un rapport complet avant la fin du mois d'avril, ainsi que des demandes d'évaluation des implications politiques. La préoccupation immédiate de Brooke n'était pas de savoir si l'évaluation stratégique de Patton concernant les intentions soviétiques pourrait se révéler correcte à long terme. Les services de renseignement britanniques avaient leurs propres inquiétudes quant aux objectifs soviétiques d'après-guerre. Churchill avait déjà commencé à discuter avec ses conseillers de ce qu'il appelait le rideau de fer qui s'abattait sur l'Europe de l'Est. Mais là n'était pas la question. Le problème était qu'un officier militaire en service au sein d'une force de coalition préconisait publiquement une politique qui contredisait directement la politique officielle de son gouvernement et menaçait l'ensemble de l'Alliance. Si les propos de Patton étaient largement connus, Staline pourrait légitimement se demander si les alliés occidentaux négociaient de bonne foi. La diplomatie prudente qui avait maintenu l'Alliance pendant 5 années de guerre pourrait s'effondrer au moment de la victoire. L'évaluation de Brooke était documentée dans ses communications officielles et d'après ses journaux intimes, cet incident était qualitativement différent des provocations précédentes de Patton. Les gifles étaient des questions de discipline militaire. Les discours publics étaient des erreurs de jugement, mais prôner la guerre contre un allié était un acte d'insubordination qui portait atteinte au cœur même du contrôle civil sur l'armée et aux fondements politiques de l'Alliance. Le contexte rendait la situation encore plus dangereuse. Fin avril 1945, les tensions entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique s'intensifiaient. Les différends concernant le futur gouvernement polonais, les désaccords sur les politiques d'occupation en Allemagne et les soupçons de Staline quant à une paix séparée créaient des frictions. Les propos de Patton ont fourni des munitions à la propagande soviétique et ont donné à Staline des raisons de douter des intentions occidentales. Brooke a reconnu que l'incident nécessitait un confinement immédiat et que la réponse devait être soigneusement calibrée. Une réaction trop modérée.
laisserait entendre que les alliés occidentaux toléraient de telles déclarations, confirmant ainsi les soupçons soviétiques. Une réaction trop sévère, en revanche, créerait une crise au sein de l'opinion publique américaine, où Patton était populaire et risquait d'être perçu comme un martyr. La réponse devait être suffisamment ferme pour satisfaire Staline tout en préservant l'unité des Alliés. Le contexte politique et l'opinion publique américaine compliquaient la situation. Pour de nombreux Américains, Patton était un héros, un symbole de la puissance militaire américaine. Toute critique britannique à l'égard de Patton risquait d'être interprétée comme de la jalousie britannique ou une tentative de saper l'autorité des commandants américains. Brooke devait agir par les voies officielles américaines, soutenant l'autorité d'Eisenhower tout en évitant toute apparence d'ingérence britannique dans les affaires militaires américaines. L'incident bavarois n'était pas un cas isolé. Il s'inscrivait dans un contexte plus large des insubordinations qui caractérisa les derniers mois de Patton en Europe et révéla des problèmes fondamentaux liés à l'autorité du commandement dans la guerre de coalition. Tout au long des mois d'avril et de mai 1945, alors que l'Allemagne s'effondrait et que les forces alliées avançaient vers leur position finale, Patton a remis en question ou ignoré à plusieurs reprises les directives des états-majors supérieurs concernant les points d'arrêt de ces forces et leurs interactions avec les forces soviétiques. La question des zones d'occupation avait été réglée au plus haut niveau politique. Les forces américaines, britanniques et soviétiques occuperaient chacune des zones spécifiques d'Allemagne, conformément aux accords conclus par Roosevelt, Churchill et Staline. Les commandants militaires étaient censés stopper leur progression aux frontières convenues, quelles que soient les opportunités militaires, de progresser davantage. Il ne s'agissait pas d'une décision militaire, mais d'une politique. Décision politique. Patton s'est constamment opposé à ces limitations. Il souhaitait que la Troisième Armée progresse aussi loin à l'est que possible, pour libérer Prague et occuper le plus de territoire possible, avant l'arrivée des forces soviétiques. Son argument était formulé en termes militaires. Il s'agissait de saisir les opportunités et de maintenir la dynamique, mais les implications étaient politiques, suggérant que les accords de zone d'occupation devraient être ignorés ou renégociés en fonction de la réalité du terrain. Brooke craignait que cette approche ne détruise le cadre soigneusement négocié pour l'Europe d'après-guerre. Les zones n'avaient pas été tracées arbitrairement. Elles reflétaient des compromis politiques destinés à prévenir un conflit entre les puissances alliées au sujet du territoire allemand. Si les forces américaines occupaient des zones désignées sous contrôle soviétique, Staline aurait des raisons légitimes de se plaindre et pourrait riposter en refusant de se retirer des zones désignées sous contrôle occidental. La situation était encore compliquée par le traitement infligé par Patton aux prisonniers allemands et aux civils. De nombreux rapports parvenus au quartier général allié indiquaient que la Troisième Armée traitait les officiers allemands capturés avec une clémence inhabituelle, notamment ceux qui avaient combattu contre les forces soviétiques. Certains officiers allemands étaient apparemment autorisés à conserver leurs structures organisationnelles au lieu d'être immédiatement désarmés et traités comme prisonniers de guerre. Il ne s'agissait pas seulement d'une violation des conditions de reddition, mais aussi d'un renforcement direct des soupçons soviétiques selon lesquels les alliés occidentaux se préparaient à réarmer les forces allemandes pour les utiliser contre l'Union soviétique. Les services de renseignement soviétiques surveillaient certainement ces activités et Staline recevait probablement des rapports confirmant ses pires soupçons quant aux intentions occidentales. Chaque cas de traitement irrégulier des forces allemandes par les armées occidentales donnait du crédit à la propagande soviétique sur des négociations de paix séparées. Brooke était confronté à la tâche difficile de traiter ces problèmes par le biais de la structure conjointe des chefs d'état-major, tout en préservant l'unité des alliés. L'état-major interarmé représentait le plus haut niveau de coordination militaire anglo-américaine, et Brooke en assurait la présidence de facto grâce à ses fonctions de chef d'état-major général impérial. Il devait trouver un équilibre entre la nécessité de contenir Patton et le fait que ce dernier était un général américain qui rendait compte à la hiérarchie militaire américaine. La situation était encore compliquée par la dynamique politique à Washington et à Londres. Aux États-Unis, les critiques à l'égard de Patton risquaient de se mêler au débat sur la politique d'après-guerre envers elle. Union soviétique.
Certains hommes politiques et commentateurs américains affirmaient déjà que les États-Unis avaient été trop accommodants envers les exigences soviétiques et qu'une position plus ferme était nécessaire. Les déclarations de Patton s'inscrivaient dans ce point de vue. En Grande-Bretagne, Churchill lui-même était de plus en plus préoccupé par les intentions soviétiques en Europe de l'Est. La correspondance du Premier ministre de cette période témoigne d'une inquiétude croissante face au comportement soviétique en Pologne et dans les autres territoires occupés par l'Armée rouge. Churchill commençait même à envisager la possibilité de positionner les forces britanniques pour résister à une éventuelle expansion soviétique vers l'Ouest. Mais Churchill comprenait la différence entre avoir des préoccupations privées et faire des déclarations publiques susceptibles de détruire l'alliance. Les entrées du journal de Brooke de fin avril et début mai 1945 révèlent sa frustration face à la nécessité de gérer ce qu'il appelait la guerre privée de Patton contre les Russes, tout en gérant simultanément la rhétorique de plus en plus hostile au siège de Churchill. Le maréchal se retrouva dans une situation délicate. La situation était délicate. Brooke devait empêcher son allié américain et son propre Premier ministre d'entreprendre des actions qui risquaient de déclencher une crise avec l'Union soviétique avant même la fin officielle de la guerre contre l'Allemagne. La situation militaire rendait les choses encore plus fragiles. Les forces américaines, britanniques et soviétiques étaient déployées à proximité immédiate sur un large front en Europe centrale. Il y avait déjà eu des incidents mineurs, des malentendus et des quasi-confrontations entre les forces occidentales et soviétiques. Lors de leur rencontre sur le terrain, chaque camp se méfiait des intentions de l'autre. Un incident majeur aurait pu déclencher une confrontation qui aurait dégénéré en contrôlable. La réponse de Brooke à cette crise manifeste s'est opérée à plusieurs niveaux, simultanément illustrant la complexité de la gestion d'une guerre de coalition. Au niveau stratégique, sa priorité immédiate était de s'assurer qu'Eisenhower, en tant que commandant suprême, conserve un contrôle ferme sur les forces américaines et, en particulier, sur Patton. Cela nécessitait de passer par les voies américaines tout en apportant le soutien britannique à toutes les actions qu'Eisenhower jugerait nécessaires. La position d'Eisenhower était délicate. Il avait déjà réprimandé Patton à plusieurs reprises pendant la guerre et chaque incident avait suscité la controverse dans la presse américaine et les cercles politiques. Patton bénéficiait de puissants soutiens au Congrès et parmi l'opinion publique américaine, qui le considérait comme un général combatif, persécuté par des supérieurs trop prudents. Toute mesure disciplinaire risquait de devenir une question politique susceptible de saper l'autorité d'Eisenhower. La stratégie de Brooke consistait à présenter le problème non pas comme un conflit personnel entre Eisenhower et Patton, mais comme une question de maintien de haine, unité des alliés et de respect des décisions politiques prises au plus haut niveau. Il s'assura que les chefs d'état-major britanniques adressent des communications officielles à leurs homologues américains en insistant sur les implications politiques des déclarations officielles et sur la nécessité d'une chaîne de commandement claire. Ces communications furent soigneusement rédigées afin d'éviter toute suggestion d'ingérence britannique dans les affaires militaires américaines, tout en précisant que la question affectait l'ensemble de l'Alliance. Elle souligne que Staline avait spécifiquement mis en doute les intentions occidentales, sur la base des rapports concernant les propos et les activités de Patton. Le message était clair. Il ne s'agissait pas de contrôler un général indiscipliné, mais de maintenir la coalition qui avait remporté la guerre. Parallèlement, Brooke s'efforçait de gérer la réaction de Churchill à la crise. La réaction initiale du Premier ministre au rapport concernant les déclarations de Patton fut ambivalente. D'une part, Churchill reconnaissait le danger diplomatique. D'autre part, il partageait en privé une grande partie de l'analyse de Patton concernant la menace soviétique et envisageait lui-même des plans d'urgence pour contrer une éventuelle expansion soviétique. Brooke devait convaincre Churchill que, quelles que soient les inquiétudes privées concernant les intentions soviétiques, les déclarations publiques d'officiers en service prônant la guerre contre un allié étaient inacceptables et dangereuses.
Son argument était pragmatique plutôt qu'idéaliste. La position militaire britannique, en mai 1945, n'était pas suffisamment solide pour envisager un conflit avec l'Union soviétique. Les forces britanniques étaient épuisées après 6 années de guerre. Les ressources étaient épuisées et le soutien de l'opinion publique à la poursuite des combats était inexistant. Le maréchal devait également se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères pour gérer les aspects diplomatiques de la crise. Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Molotov, avait soulevé des questions concernant des rapports faisant état de déclarations officielles par voie diplomatique. Il fallait répondre à ces demandes de renseignements de manière à satisfaire les préoccupations soviétiques sans fournir de munitions à la propagande, dénonçant la trahison occidentale. La réponse institutionnelle qui en a résulté comportait plusieurs éléments clés. Premièrement, Eisenhower a donné des ordres directs à Patton lui interdisant toute nouvelle déclaration publique concernant les forces soviétiques ou la politique d'après-guerre. Ces ordres étaient assortis d'avertissements explicites selon lesquels toute violation entraînerait la destitution immédiate de son commandement. Deuxièmement, les activités de la Troisième Armée concernant les prisonniers allemands étaient examinées et mises en stricte conformité avec les conditions de reddition et les accords alliés. Troisièmement, le quartier général allié a publié des déclarations clarificatrices par les voies officielles, soulignant que toutes les forces alliées opéraient sous un commandement unifié et conformément aux politiques établies par les chefs d'état-major interarmés et approuvées par les autorités nationales. Ces déclarations visaient à rassurer l'Union soviétique quant au fait que les opinions de Patton ne représentaient pas la politique officielle. Enfin, et surtout pour la gestion à long terme de la coalition, les chefs d'état-major interarmés ont publié de nouvelles directives renforçant l'autorité des commandants suprêmes sur toutes les forces sous leur commandement et interdisant explicitement toute déclaration publique des commandants subalternes sur des questions politiques ou stratégiques sans autorisation préalable. Ces directives ne visaient pas Patton personnellement, mais chacun comprenait ce qui les avait motivés. Les entrées du journal de Brooke suggèrent qu'il considérait ces mesures comme à peine suffisantes pour contenir la crise immédiate, mais insuffisantes pour résoudre le problème sous-jacent. Le problème fondamental était que la guerre de coalition exigeait une discipline politique de la part des commandants militaires, et Patton n'acceptait pas ou ne comprenait pas cette exigence. La résolution de la crise immédiate n'a pas mis fin aux inquiétudes de Brooke concernant Patton ni aux problèmes plus généraux que son comportement révélait. À la mi-mai 1945, alors que la capitulation sans condition de l'Allemagne était officialisée et que les forces alliées s'installaient dans leur zone d'occupation, il devint évident que l'influence de Patton dépassait le cadre de ses propres actions. Ses opinions trouvaient un écho auprès d'importants segments de l'opinion militaire et politique américaine, faisant de lui le symbole d'une perspective qui menaçait la cohésion des Alliés. La décision d'Eisenhower, début octobre 1945, de relever Patton du commandement de la Troisième Armée et de l'affecter à un poste d'état-major fut l'aboutissement des incidents accumulés. L'élément déclencheur immédiat fut les propos de Patton à des journalistes, comparant les membres du parti nazi aux partis politiques américains et suggérant que les politiques de dénazification étaient trop sévères. Mais cette décision reflétait une réalité plus générale. Patton ne pouvait plus agir dans le cadre des contraintes imposées par la guerre de coalition et les responsabilités liées à l'occupation. L'analyse que Brooke a faite de l'ensemble de l'affaire, documentée dans ses écrits d'après-guerre et ses journaux, a permis de dégager plusieurs leçons cruciales sur la guerre de coalition, qui dépassait le cadre spécifique de Patton. La première leçon était que l'efficacité militaire, aussi impressionnante soit-elle, ne pouvait compenser l'indiscipline politique. Le génie opérationnel de Patton était indéniable, mais son incapacité à subordonner ses opinions personnelles à la politique le rendait inapte au commandement et aux opérations de coalition. La seconde leçon était que la guerre de coalition exigeait des compétences de commandement différentes de celles requises pour les opérations militaires nationales. Les commandants en contexte de coalition devaient comprendre que leurs décisions avaient des implications au-delà des effets militaires immédiats. Ils devaient faire preuve de sensibilité diplomatique, de conscience politique et être prêts à accepter des contraintes que la logique purement militaire pouvait réfuter. Il ne s'agissait pas d'attributs optionnels, mais d'exigences essentielles. La troisième leçon, et peut-être la plus troublante pour Brooke, était que le système militaire américain ne préparait pas suffisamment les hauts commandants aux dimensions politiques du haut commandement. L'instruction militaire américaine privilégiait l'excellence opérationnelle et
tactique, mais accordait moins d'importance à l'interface politico-militaire. Cela formait des commandants, extrêmement qualifiés pour mener des batailles, mais moins bien préparés à opérer dans l'environnement politique où se déroulaient réellement les guerres modernes. Les tensions que le comportement de Patton a exercées sur les relations anglo-américaines n'ont jamais été pleinement résolues pendant les années de guerre. Les officiers et fonctionnaires chargés de gérer les conséquences diplomatiques ont développé un ressentiment durable face à ce qu'ils considéraient comme la tolérance américaine envers l'indiscipline. Les officiers américains s'indignaient de ce qu'ils percevaient comme des tentatives britanniques de contraindre leurs commandants les plus efficaces. Ces tensions ont persisté dans la coopération alliée d'après-guerre. L'impact plus large sur l'unité des Alliés avec l'Union soviétique était plus difficile à évaluer, mais potentiellement plus grave. Staline était enclin à soupçonner les intentions occidentales et les déclarations de Patton ont fourni des preuves concrètes qui semblaient confirmer la propagande soviétique sur la trahison occidentale. Même après que Patton ait été réduit au silence puis relevé de ses fonctions, la propagande soviétique a continué de citer ces déclarations comme preuve que les puissances occidentales avaient toujours prévu de se retourner contre leurs alliés soviétiques. La question de savoir si cet impact de la propagande a contribué de manière significative à la rupture de la coopération alliée et au déclenchement de la guerre froide fait débat parmi les historiens. Les racines de la guerre froide étaient profondes et impliquaient des conflits d'intérêts et des idéologies fondamentales qui existaient indépendamment des déclarations de Patton, mais ces déclarations n'ont certainement pas contribué à maintenir la confiance fragile entre des puissances au système politique et aux objectifs très différents. Pour Brooke, personnellement, l'affaire des brevets représenta l'une de ses expériences les plus frustrantes de toute la guerre. Il avait passé des années à gérer soigneusement les relations de la coalition, à équilibrer les intérêts nationaux concurrents et à maintenir unité d'objectifs nécessaires pour vaincre l'Allemagne, voire cette unité menacée par un seul commandant en matière de discipline, surtout au moment de la victoire, était profondément troublant. L'évaluation finale du maréchal, rédigée dans ses papiers privés après la guerre, était, comme à son habitude, mesurée. Il reconnaissait les qualités de Patton en tant que commandant opérationnel et sa contribution à la victoire des Alliés. Mais il conclut que le comportement de Patton démontrait pourquoi le génie militaire à lui seul était insuffisant pour le haut commandement et la guerre moderne, la nature des opérations de coalition, les dimensions politiques des décisions militaires et la nécessité de maintenir l'unité entre des alliés aux intérêts différents exigeaient toutes des capacités allant au-delà des compétences tactiques et opérationnelles. La victoire dans la guerre moderne nécessitait non seulement de vaincre l'ennemi, mais aussi de maintenir la coalition suffisamment longtemps pour garantir la paix. Et sur ce point, Patton avait complètement échoué, faisant presque perdre la coalition alliée.